Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus à Rutshuru dans le Nord Kivu. C'est l'heure de vous informer. Voici les grandes articulations de ce journal. Ils ont eu la témérité de tenter un braquage à la succursale de la Robank sur Victoire. Les 7 braqueurs font aujourd'hui face à la gravité des faits leur reprochés, loin du spectacle d'il y a 8 jours. Dans la lutte pour l'éradication de la poliomyélite, 28 millions d'enfants ont été vaccinés à travers le pays. Alors que le monde célèbre la journée de lutte contre cette maladie, le comité d'opération d'urgence est plus que positif. Un sous-commissariat de police à Bandalungwa Bisengo qui reflète la volonté d'instaurer une véritable autorité de l'État, bâtiment neuf équipé d'Internet pour traquer les malfrats. Le bourgmestre de la commune y a fait le tour de la propriété. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Soutien à la paix et à la prospérité dans la région de Grand Lac. Paris annonce une conférence sur son sol la semaine prochaine. C'est l'un des sujets accordés lors de l'audience que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé hier dans la soirée à l'ambassadeur de France accrédité à Kinshasa, Rémi Marucho. Le diplomate français a réaffirmé le soutien de son pays à la cause humanitaire congolaise. Blandine Zovo, bienvenue Kabamba. Paris accueille ce 30 octobre une conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. Le sujet était au menu de l'entretien entre le président de la République et l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo. Pour le diplomate français, l'urgence pour la France consiste à mobiliser la communauté internationale afin de répondre aux besoins humanitaires dans l'Est de la RDC et dans l'ensemble de la région. Donc je suis très reconnaissant au chef de l'État d'avoir trouvé le temps de m'accorder une audience pour discuter des sujets d'actualité, de même l'actualité de la semaine prochaine, qui est l'organisation à Paris d'une conférence sur la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs qui vise à mobiliser l'ensemble des partenaires de la RDC pour un effort humanitaire en faveur des populations affectées par le conflit à l'Est. Donc ça, c'était un des points, mais nous avons aussi discuté d'autres aspects de la relation bilatérale. Répondre à l'urgence humanitaire dans le strict respect du droit international humanitaire, une priorité pour la France qui, de l'avis de son diplomate en poste à Kinshasa, compte mobiliser des partenaires et bailleurs autour de la région des Grands Lacs et en particulier dans l'Est de la RDC. L'objectif, ce qu'on attend nous et ce que attend la RDC également, c'est une mobilisation pour les populations affectées par le conflit parce que actuellement, la situation humanitaire est préoccupante et les besoins ne sont que très marginalement satisfaits. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est de rappeler les principes du droit international humanitaire et de surtout travailler à la liberté d'accès, la liberté de travail des organisations humanitaires qui rencontrent aujourd'hui beaucoup d'obstacles en raison de l'attitude des autorités de fait. Donc les agences des Nations Unies, les ONG sont entravées dans leur mission. Et donc un des objectifs de la conférence de Paris, c'est de rappeler le droit. Dans la suite des audiences, le président de la République a reçu le chargé d'affaires du Qatar en RDC, Shafi Neouami Al-Hadjri, est venu louer les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Qatar. Le diplomate qatari a également annoncé au chef de l'État la visite dans les tout prochains jours du prince héritier du Qatar à Kinshasa. Et c'est dans une atmosphère solennelle que la République démocratique du Congo et le consortium chinois Sino-Congo Special Zone ont signé jeudi dernier une convention de collaboration. La cérémonie a été présidée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka à l'immeuble du gouvernement, marque le coup d'envoi du projet de construction d'une cité industrielle à Maluku dans le cadre de l'extension de la ville de Kinshasa. Emmanuela Commissaire, Chimendondo et Djoko. Sous la houlette de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, la République démocratique du Congo et le consortium chinois SCLZ ont signé ce jeudi à Kinshasa une convention pour la création d'une vaste cité industrielle à Maluku.
Un projet stratégique qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à moderniser et à étendre la capitale. Cette cité s'étendra sur 75 km² lors de sa première phase pour un investissement estimé à 12 milliards de dollars. Ce que nous posons ce jour, au-delà de son caractère administratif, symbolise donc un choix stratégique clair, celui d'un développement urbain fondé sur la production, l'emploi et la durabilité. Le gouvernement de la République ambitionne de faire du projet d'extension de la ville de Kinshasa un projet à vocation économique, industrielle, sociale, planifié pour transformer la périphérie de Kinshasa en un pôle de production et d'innovation connecté au reste du territoire national et aux corridors régionaux. Le projet prévoit la construction de 8 parcs industriels spécialisés consacrés notamment aux matériaux de construction, à la transformation alimentaire, aux produits forestiers, aux textiles et à la technologie. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, salue une initiative vitale pour désengorger la capitale et lutter contre l'urbanisation anarchique. Ceci marque comment est-ce que l'État prend à bras le corps la problématique de la ville de Kinshasa, surtout son extension, qui est si vitale, qui est une solution à plusieurs maux que vit la ville de Kinshasa. Alors, on peut que être très content et confiant, parce que cette première phase qui marque le développement de la zone industrielle, donc par l'industrie, et ça nous permettra d'avoir des possibilités de pouvoir réaliser à moindre coût ce grand projet d'action de la ville. Et nous disons aux heureux Kinois de s'en approprier, d'en être fiers. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cet événement. Avec cette signature, Kinshasa franchit une nouvelle étape dans sa transformation économique et urbaine, un pari sur l'avenir porté par la coopération sino-congolaise. Comment renforcer les capacités du personnel diplomatique congolais? Eh bien, la structuration et la valorisation de ce corps stratégique était au centre des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et la ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner. Nadine Kilosho, Cédric Kenina et Moké Maluma. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a reçu ce jeudi 23 octobre 2025 la ministre d'État en charge des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba pour une séance de travail axée sur la situation du personnel diplomatique congolais. Au cœur des échanges, la structuration, la formation continue et la valorisation de ce corps stratégique, ainsi bien à Kinshasa que dans les missions à l'étranger. Nous avons continué une conversation que nous avons commencé il y a quelques mois déjà sur le corps des agents diplomatiques pour voir comment ensemble, avec l'appui et l'accompagnement surtout de la fonction publique, nous pouvons contribuer à l'amélioration et au renforcement de notre diplomatie à travers des agents mieux outillés, mieux accompagnés pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches respectives, que ce soit au niveau de notre centrale à Kinshasa ou dans les différents postes diplomatiques. Et donc il y a beaucoup d'innovations et de réflexions qui sont en cours de manière conjointe au niveau de nos experts. Ça s'apprête à accueillir en novembre prochain un grand forum mondial sur le commerce, l'une des principales résolutions issues de la 16e conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement qui s'est déroulée jeudi dernier à Genève en Suisse. La République démocratique du Congo y était représentée par le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku. Erika Bamba sur les images de Jean-Pierre Onema. C'est dans le couloir du siège des Nations Unies à Genève en Suisse que le ministre congolais Julien Paluku Kaonga a tenu cette importante réunion avec la délégation de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED et le directeur à la division Afrique des programmes spéciaux.
Au centre des échanges, le dernier ajustement pour l'organisation à Kinshasa d'un forum international sur le renforcement de capacité du comité de l'accord de facilitation des échanges de l'OMC, prévu comme l'une des retombées de la ratification par la RDC des accords de l'OMC sur la facilitation des échanges et les subventions à la pêche. Ce forum vise à doter le pays d'un portail national d'information commerciale. Nous avons changé sur l'organisation d'un forum qui va travailler sur le produit minier. Nous avons saisi la balle au bon par rapport à la proposition qui a été faite hier par notre ministre concernant la mise en place d'une organisation qui va s'occuper des pays producteurs et exportateurs de produits miniers critiques. Nous avons également saisi l'occasion pour mettre sur la table une proposition concernant la traçabilité de nos produits miniers. La CNUSED a un programme qu'il a mis en place et qui est déjà fonctionnel dans certains pays. Avec le Centre du commerce international, la RDC a également relancé des partenariats pour booster la NAPI, la NAPEX et valoriser des cultures à haute valeur ajoutée comme le café, le cacao et les épices. Kinshasa se prépare donc à devenir dans le temps le carrefour africain du commerce stratégique. Ces forums pourraient bien redéfinir l'avenir du commerce extérieur congolais. Et à quelques semaines de la tenue de la COP30 prévue à Belém au Brésil, la RDC affine déjà sa stratégie pour peser davantage sur la scène mondiale du climat. La ministre de l'Environnement, Marie Nyangenda-Mbola, l'a dit lors d'un briefing co-animé avec son collègue de la communication et des médias, Patrick Mouya. On fait le point avec Jacques Kaboba. La ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la nouvelle économie du climat, Marie Nyangenda-Mbola, a détaillé la stratégie de son ministère à l'approche de la COP30 prévue à Belém au Brésil. Comment la République démocratique du Congo se prépare-t-elle pour la COP30? À cette question, elle a annoncé le lancement dès lundi prochain de la Semaine nationale du climat. Objectif, créer un espace de concertation avant la conférence mondiale. Nous ne pouvons pas aller à Belém sans les dialogues, la concertation entre les parties prenantes. C'est ça l'objectif premier de cette activité-là. La ministre a mis en avant plusieurs axes d'action, dont la valorisation du marché carbone et la réduction drastique de la déforestation. Mais c'est son nouveau programme, La forêt c'est nous, qui marque un tournant conçu comme un prolongement du plan présidentiel d'1 milliard d'arbres. Il vise à doter l'État d'un leadership structuré en matière forestière. La forêt, c'est nous, a-t-elle conclu, c'est la fierté d'un pays qui protège la planète tout en construisant son avenir. Réagissant à une question sur les allégations du M23 qui estime que la RDC bloque la mise en place de l'accord des principes de Doha, le ministre de la Communication et Médias a fermement rejeté les accusations du mouvement rebelle M23 selon lesquelles les FARDC auraient violé les cessez-le-feu sur plusieurs lignes de front. Patrick Mouya Temboué a insisté sur la clarté des accords de Washington et de Doha qui encadrent les mécanismes de cessez-le-feu et la médiation. Tout en soulignant les progrès réalisés dans le cadre des mécanismes conjoints de sécurité, le porte-parole du gouvernement a rappelé que ces dispositifs, supervisés par les États-Unis d'Amérique et le Qatar, avaient permis des avancées tangibles sur la libération des prisonniers et la surveillance des cessez-le-feu. Je pense qu'en tant que porte-parole du gouvernement, on ne peut pas répondre à ces genres d'élucubrations qui n'ont, de notre point de vue, l'objectif que de désorienter l'opinion. Il y a une médiation, il y a des règles qui sont fixées par la médiation, tout le monde est censé s'y tenir. De toute façon, nous savons qui viole les cessez-le-feu, nous savons qui tue à Goma, qui tue à Bukavu, nous savons qui a massacré à Rutshuru, nous savons qui brime les médias, nous avons toute une liste de ceux qui sont responsables de toute cette situation. Donc il vaut mieux de nous focaliser sur l'essentiel. En rapport avec l'appréciation du franc congolais, le ministre Patrick Mouya a affirmé la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, pour que cette embellie de la monnaie congolaise se traduise dans la vie quotidienne des Congolais en termes de réduction des prix des produits sur les marchés. Il a appelé les commerçants à pratiquer les prix justes et la population à dénoncer ceux qui ne les pratiquent pas.
Course au perchoir de l'Assemblée nationale, 12 dossiers de candidature ont été transmis ce vendredi à la haute autorité politique de l'Union sacrée pour arbitrage final. Le secrétaire permanent annoncera dans les prochaines heures le nom du candidat retenu après décision du chef de l'État. Le portrait des 12 prétendants dans cet extrait de Robert Ndaï-Tchusesi. 12 candidatures viennent d'être réceptionnées au secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation pour occuper les postes du speaker de l'Assemblée nationale, poste qui revient d'office à la majorité présidentielle. Plusieurs députés nationaux, membres de l'Union sacrée de la nation, se sont manifestés, affichant leurs ambitions pour succéder à Vital Kamerhe. Les dossiers des intéressés viennent d'être transmis à la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation pour décision. Parmi les potentiels candidats, Aimé Boji Sangara, 57 ans, il traîne derrière lui un parcours politique qui fait de lui une valeur sûre de la République démocratique du Congo, un vrai leader de la nouvelle génération. Fin négociateur, discret et homme efficace dans l'action de terrain, il a un profil qui fait de lui le candidat idéal pour ses collègues députés. Il vient de Walungu, dans le sud Kivu. Willy Michiki, 69 ans, en politique du Nord Kivu, il traîne derrière lui une belle expérience politique. Honorable Bindoulé, auteur de la motion de censure contre Vital Kamerhe, originaire de Butembo, au Nord Kivu, 48 ans. Crispin Bindoulé est de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Christophe Mbosokodia, né en 1942, 83 ans, originaire du Kwangu, est un homme d'État chevronné, actuel deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Il a dirigé le Parlement 3 fois de suite. À la clôture des dépôts de candidatures, toutes nos excuses pour ce petit souci technique. Nous poursuivons ce journal. Justement, la liste des candidats à la course du perchoir de l'Assemblée nationale avec vous, Oscar Balkaïch. Oui, il y en a 12 candidats donc, qui vont se bousculer au poste de président de l'Assemblée nationale. La liste qui nous a été transmise par le secrétaire permanent Mbata Bitkoumès, le professeur. Voici donc cette liste. Boji Sangara Aimé de l'UNC, circonscription électorale Walungu, Sud Kivu. Dunia Mangu Doudou, il est de l'UDPS Tshisekedi, circonscription électorale Lukunga, Kinshasa. Kalumba Yuma Jamari, il est de AAP, circonscription électorale Pangi Maniema. Kamundu Batundi Didier, il est de SNAAP, circonscription électorale Massissi dans la province du Nord Kivu. Matata Makalamba Patrick, il est de l'UDPS Tshisekedi, circonscription électorale Kisangani, province Chopo. Mayo Mambeke Jabodouin, il est de AA bar UNC, circonscription électorale Moamba, province Kinshasa. Bindoulé Mitono Crispin, il est de l'UDPS Tshisekedi, circonscription électorale Butembo-Ville, province du Nord Kivu. Mishiki Bouhini Willy, il est de PEP AAP, circonscription électorale Walikale, province du Nord Kivu. Mbosso Nkodiampwanga Christophe, il est de CRD AACRD, circonscription électorale Kenge, province du Congo. Moulamba Mputu Simon, il est de CODEP A3A, circonscription électorale Chikapa, province du Kasai. Mwanza Amisi Singoma, il est du regroupement Debout la Patrie AAAP, circonscription électorale Niragongo, Nord Kivu. Puis enfin, Saïdi Balikwisha Emile, il est du regroupement politique AAD A-AB, circonscription électorale Beni, province
du Nord Kivu faite à Kinshasa le 24 octobre 2025. Le professeur André Mbata Betukume Soumangou, secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. Merci Oscar Mbalkeij. Poursuivons ce journal. Kinshasa, les stations-service ne désemplissent plus. Depuis plusieurs jours, les longues files de véhicules s'étirent à perte de vue, provoquant ainsi des embouteillages, tensions et impatience chez les automobilistes. En cause, la rareté du carburant qui alimente la spéculation et paralyse progressivement le transport urbain. Rigen Shindano a fait le tour sur les rues de Kinshasa et nous en parle. Se procurer du carburant dans les stations-service de Kinshasa relève ces derniers jours d'un véritable parcours des combattants. Les automobilistes sont contraints de patienter de longues minutes, voire des heures, avant de pouvoir se ravitailler en or noir. Files d'attente interminables, bousculades et engouement devant les pompes, les images parlent d'elles-mêmes. Cette situation découle de l'interruption du service observé dans plusieurs stations de la capitale, malgré la décision des autorités d'assurer une desserte continue. Un paradoxe, car sur le terrain, la mesure peine à être appliquée. Non, ça fait longtemps, j'ai quand même sillonné des vandales jusqu'à 24. Il n'y a pas la vente, on ne passe pas la vente du carburant. Il y a la carence, en tout cas normalement. Il n'y a pas, c'est très très difficile là d'en avoir. Papa, carburant, il y a du stock de carburant. Néanmoins, nous constatons une sorte de refus des ventes. Pourtant, il y a une baisse substantielle des prix et nous sommes obligés d'interrompre les services pour venir s'aligner. Je viens de passer près de 2 heures. Toutefois, à Sonaïdroc, les services se poursuivent normalement, comme le confirme Anissa Mongo, gérante de l'une des stations publiques. Ici chez nous, à la station Sonaïdroc, la réconciliation, on sert bien les gens. Les clients même ne réclament pas le travail, ça passe bien, il n'y a pas de rupture. Ces désagréments trouvent son origine dans un acte de vandalisme perpétré samedi dernier par des inciviques sur une canalisation de la société SEP Congo, distributrice officielle de produits pétroliers en République démocratique du Congo. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, le procès du spectaculaire braquage de l'agence Robank au rond-point Victoire s'est ouvert ce jeudi 24 octobre devant le tribunal militaire de la garnison de Kinshasa-Gombe. Cette prévenue comparaissent parmi eux une femme, Honorine Porsche, soupçonnée d'avoir dirigé le réseau avec la complicité présumée d'un agent de la sécurité de la banque. Un récit de Alain Bikaï. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa-Gombe, mon major, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaisse à l'audience de ce jour. Au total, 7 personnes sont poursuivies par l'auditeur des forces armées dans l'affaire du braquage de la Robank du rond-point Victoire, survenu le 16 octobre dernier à Kinshasa. À l'ouverture du procès, 5 prévenus ont été présentés devant le tribunal militaire des garnisons Kinshasa-Gombe, tandis que 2 autres sont toujours en cavale. Parmi les accusés figure Honorine Mukuna Onate, présentée comme la chef du réseau, aux côtés de 2 agents de gardiennage et des policiers affectés à la sécurité de la banque les jours des faits. Lors de la première audience, le président du tribunal militaire a procédé à l'identification des prévenus avant de leur rappeler les motifs de leur comparution. 3 chefs d'inculpation principaux sont retenus contre Honorine Mukuna: terrorisme, vol armé d'un montant de 10 500 $ américains et association de malfaiteurs, des infractions passibles de la peine capitale. Et tout le monde a 20 ans à Boloko, ce qui tribunal a moni que ça qui a solo. Vol armé et tout le monde a liwa.
Pour ces 4 complices, des chefs d'inculpation sont retenus contre eux, à savoir association des malfaiteurs et vol à main armée, les présumés en cours de peine capitale. Pour garantir un procès équitable, la défense a sollicité un délai de 2 semaines pour s'imprégner du dossier. Pour sa part, Honorine Moukouna, principal prévenu, a demandé une remise de 3 jours. Le tribunal lui en a finalement accordé 4. Le procès se poursuivra le mardi 28 octobre avec la suite de l'instruction de ce dossier qui tient l'opinion en haleine. Précisons que ce procès s'est ouvert ce vendredi 24 octobre. Un commissariat moderne pilote vient de sortir des terres. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa. Cet ouvrage qui marque le retour visible de l'autorité de l'État, là où l'insécurité faisait la loi. L'œuvre portée par l'entrepreneur congolais Bopol Katumbai Campo, déterminé à offrir un cadre de travail digne aux policiers pour mieux protéger la population. Un motif de fierté pour le bourgmestre Afo Ndofula Charmoléo. À Bandalungwa, où le banditisme urbain demeure un défi quotidien, un nouveau bâtiment attire désormais les regards. Un commissariat moderne connecté à Internet destiné à renforcer la sécurité de la population. Installé au rond-point Bungu dans le quartier Bisengo, cette infrastructure symbolise une rupture avec des décennies de précarité policière. Bandalungwa a été retenu comme commune pilote pour ce modèle de commissariat de nouvelle génération. Un choix assumé par Afondo Fula, bourgmestre, fier de voir ce projet se concrétiser malgré les doutes et rumeurs qui l'ont précédé. Tout le monde m'avait tiré à balles réelles que j'ai vendu une partie du commissariat Bungu pour construire un immeuble de 4 étages. Je vais solliciter aux autorités, le VPM de l'intérieur, s'il y a moyen de prendre les choses en main pour en construire ce qu'on a construit ici. Derrière cette réalisation, un nom revient. Bopol Katumbai Campo, entrepreneur fort de plus de 27 ans d'expérience dans la construction en République démocratique du Congo, mais aussi et surtout à l'étranger. En exécutant ce chantier en un temps record, il a dit avoir voulu offrir un commissariat digne, solide et représentatif de l'autorité publique. Ça, c'est un projet pilote qui peut concerner toute la République. La police, c'est l'expression par l'excellence d'un État. On sait reconnaître l'État par sa police. Qui nous fasse confiance. Nous sommes le fils de ce pays. Nous sommes chez nous. Certainement, il y a eu d'habits, mais ce n'est pas tout le monde. Qui nous fasse confiance. La preuve est là. À Bandalungwa, l'espoir se construit désormais en briques et en béton. Et pour de nombreux habitants, cette infrastructure pourrait marquer le début d'une ère où sécurité et dignité reprennent enfin le dessus. La justice a tranché. L'immeuble GLM est officiellement restitué à la famille Lito Moboti, une décision qui marque la fin d'un long contentieux foncier et suscite la satisfaction des membres de la famille venus constater la reprise du site. Jerez Kelani, Joseph Oscar Balkaïch. L'immeuble GLM acquis par l'ancien président Joseph Kabila Kabange a été remis à la famille Lito Moboti à en croire un de ses petits-fils qui cite une décision de justice. En tout cas, merci vraiment pour cette belle occasion de pouvoir quand même remercier notre président, le président Félix Tshisekedi, Béton. Grâce à lui, la justice est vraiment rétablie dans ce pays. Ça fait plus de 20 ans que notre immeuble a été pris par l'AFDL et puis par le président Kabila. Pendant 20 ans, nous avons fait toutes les démarches possibles, mais rien. C'était vraiment un refus total de pouvoir laisser un propriétaire jouir de ses biens, mais par la grâce de Dieu, l'état de droit est là. Nous bénissons l'Éternel pour le président Félix. Merci. Nous avons récupéré notre immeuble, l'immeuble GLM, qui veut dire groupe Lito Moboti. L'histoire de la vente de ce bâtiment en étage remonte de très loin. Cet immeuble que vous voyez
fut l'immeuble de mon oncle, Cléophas Kameta Toumassamba, dont je suis ici comme témoin. C'est mon oncle Cléophas Kameta Toumassamba qui avait vendu à son père, Lito Moboti, cet immeuble. Donc voilà, aujourd'hui je me réjouis que la justice est réellement juste et que la justice a rendu cet immeuble à son propriétaire, M. Bouboul Lito Moboti. Ainsi, la famille Lito Moboti estime être réhabilitée dans ce droit. Après Léon Kengwa Dondo, la Cour des comptes rend hommage à un autre de ses présidents honoraires. Il s'agit du professeur Évariste Mabi Mulumba, dont le nom a été donné à la salle de réunion du premier niveau du siège de l'institution. Ce vendredi 24 octobre 2025 à la Gombe, la cérémonie a été rehaussée de la présence du président intérimaire de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumbai, vice-président du Sénat, Modeste Ba Tilukwebo, Nancy Poba. C'est en reconnaissance de son parcours professionnel élogieux que le professeur Évariste Mabi Mulumba, président honoraire de la Cour des comptes de 1990 à 2007, a reçu un vibrant hommage à travers le discours du premier président de la Cour des comptes, Jimmy Mungangangwaka, à l'occasion de la cérémonie organisée en son honneur ce vendredi 24 octobre 2025. Le professeur Évariste Mabi Mulumba mérite particulièrement notre respect et considération pour avoir gardé allumé la flamme de l'indépendance et le prestige de la Cour des comptes au moment le plus difficile de l'histoire de notre institution supérieure de contrôle des finances publiques. Précurseur ayant posé des fondements solides malgré la situation politique de l'heure, le directeur de cabinet du premier président de la Cour des comptes, Gilberto Ndwango, a brossé le parcours exceptionnel du professeur Évariste Mabi Mulumba. Ému par cet acte de son successeur à la Cour des comptes, le prof Mabi Mulumba s'est exprimé en ces termes. Je voudrais remercier donc le premier président de la Cour des comptes, le bureau des deux assemblées, ainsi que toutes les personnalités qui ont bien voulu honorer cette distinction qu'on m'a attribuée par la Cour des comptes. Déploiement de la plaque indicatif suivi de la coupure du ruban symbolique par l'honorable président intérimaire de l'Assemblée nationale Jean-Claude Tshilumbai. Visite de la salle de réunion Mabi Mulumba qui a une capacité de 100 places assises. Elle est sonorisée avec une grande télé pour les téléconférences plus un décor apaisant black and white. Une photo de famille a marqué la fin de la dite cérémonie. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Rutshuru et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Piro Mouy, ça y est dit. Demain, 7h. Bobo Anan Mokonzi, moi je vous reviens à 20h. Nous rendons l'antenne à la Cité de l'Union africaine pour le compte rendu de la réunion du Conseil des ministres avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katembe. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 24 octobre 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 64e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2.
point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. Et 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la nécessité d'impliquer les ambassades et missions diplomatiques de la République démocratique du Congo lors des missions officielles à l'étranger, en vue de renforcer la coordination de missions officielles à l'étranger. Le président de la République a rappelé aux membres du gouvernement, responsables des entreprises du portefeuille, des établissements et services publics, la nécessité d'impliquer et de travailler étroitement avec les ambassades et les représentations diplomatiques de la République démocratique du Congo à l'étranger. Il a souligné que celles-ci constituent en effet les prolongements de la souveraineté nationale au-delà de nos frontières, investies de la mission de défendre les intérêts de l'État, d'assurer sa représentation et de garantir la cohérence de sa politique étrangère. Elles doivent être pleinement associées à toute action officielle menée au nom de la République. À cet égard, le président de la République a insisté sur l'obligation pour tout officiel, quel que soit son rang ou la nature de sa mission, d'informer systématiquement les ministères des Affaires étrangères de tout déplacement officiel à l'extérieur du pays. Cette information permettra la transmission en temps utile des détails de la mission à la représentation diplomatique compétente en vue d'un accompagnement approprié et d'une coordination optimale. Dorénavant, aucune mission officielle à l'étranger ne devra être entreprise sans information préalable du ministre des Affaires étrangères